Bonjour tout le monde et bienvenue sur le stand Arts et Métiers de Salon Global Industrie 2022. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Charles Dehély. Bonjour Charles. Bonjour. Alors Charles, est-il encore besoin de le présenter? On va le faire, mais alors très succinctement. Charles, dirigeant de plusieurs grands groupes, alors, je vais les citer, mais pas tous, hein. Thomson, Bull, Equant, Atos, pour ne citer que les principaux. La retraite est arrivée, mais l'activité a continué de manière importante. Charles est président de Charles Dehély Conseil. Il est vice-président de l'IUSF, président de la Fondation Arts et Métiers, et puis membre du conseil d'orientation du think tank Arts et Métiers pour les missions principales, je vais dire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de recevoir Charles pour nous parler de l'ingénieur manager 4.0, qui est une réflexion qui a été conduite dans le cadre du think tank Arts et Métiers. Et à ce titre, ça sera l'objet de ma première question, Charles. Qu'est-ce que le think tank Arts et Métiers et pourquoi ce rapport vous a été confié? Eh bien, merci. Le think tank Arts et Métiers a été créé en 2018 par deux gros sponsors, l'un l'école des arts et métiers et l'autre l'association des anciens élèves, et pour avoir des réflexions prospectives sur l'industrie et l'évolution des technologies. Alors, on parle de la 4e révolution industrielle, et chaque révolution industrielle a entraîné des modifications et des ruptures sociales très importantes. Je ne vais pas revenir dessus, on n'a pas le temps, mais tout le monde les a en tête. Et la 4e révolution industrielle entraîne ces mêmes ruptures sociales. Enfin, on n'a qu'à se demander qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas, si on n'avait pas de smartphone, comment on vivrait. Et aujourd'hui, on se fait livrer n'importe quel produit en 24 heures, etc., etc. Enfin, juste pour citer les ruptures fantastiques qui ont eu lieu ces 15 dernières années. Et donc, tout naturellement, en ce qui concerne les ingénieurs, le comité d'orientation s'est dit, mais quel manager faut-il pour la 4e révolution industrielle? Et c'est donc le thème qui a été confié à un groupe dont j'ai été le coprésident avec Valentine Ferréol. Et on a réuni un groupe de gens qui ne sont pas des gazards, mais qui viennent d'horizons divers, de tous âges, parce qu'on a bien vu qu'il y avait un problème d'âge qui pouvait jouer, et de tout type d'industrie. Et là, pour prendre ce sujet, on l'a divisé en 3. Le premier, c'est quelle est la photographie du 4.0 dans l'industrie aujourd'hui. Le deuxième, c'est quels sont les managers et quelles sont les caractéristiques que l'on attend des managers aujourd'hui. Je dois préciser que le mot manager est au sens meneur d'homme, hein, ce n'est pas au sens gestionnaire. Il y a une confusion parce qu'il y a les écoles de management qui apprennent la comptabilité, la finance, etc. Nous, c'est au sens de meneur d'homme, pour pouvoir conduire les transformations dans les entreprises, etc. Et puis, dernier sujet, qu'est-ce que ça implique nos conclusions sur des évolutions de la formation à l'école des arts et métiers, hein, qui est l'autre grand sponsor. Alors, première étape, si j'ai bien compris, Charles, une photographie du 4.0. Alors, parfois même on parle de 5.0, mais cette photographie-là vous a amené à faire quel constat? Alors, pour faire cette photographie, on s'est appuyé en fait sur la communauté des arts et métiers. Et on a demandé en fait à 2000 anciens élèves des arts et métiers qu'on a sélectionnés pour couvrir à peu près tous les types d'industries, tout un tas de types d'âge, tout un tas de types de fonctions. Et c'était un questionnaire qui prenait à peu près 40 minutes pour répondre, donc un questionnaire très lourd. Et à notre grande satisfaction, on a eu 850 réponses complètes, ce qui montre bien l'intérêt des élèves, des anciens élèves pour le sujet. Ils se rendent bien compte qu'il y a un sujet. Et alors, là vous avez sur l'écran une première, j'ai pas mis toute l'enquête, vous pouvez la trouver sur le site think tank Arts et Métiers, hein, et là vous aurez tout le détail, mais comme on n'a pas le temps, donc j'ai simplement pris quelques résultats et quelques slides qui je pense sont la plus importante. La première, c'est sur l'utilisation des technologies 4.0 dans l'entreprise. Et là on voit que si on prend la première colonne, simulation numérique, maquette numérique, on a 49%, cette technologie est utilisée d'une façon intense ou fréquente par 49% des entreprises.
Le deuxième, c'est la robotique et la cobotique utilisée par 30% des entreprises. Ensuite, on trouve l'impression 3D, le prototypage, fabrication additive pour 28%. Ensuite, l'intelligence artificielle, le big data, 23%. Et enfin, on trouve, j'ai sauté, pardon, l'IoT et les machines connectées pour 26%. Et enfin, la réalité virtuelle et augmentée pour 20%. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de cette charte, donc on voit que les technologies 4.0, c'est plus du futurisme, c'est une réalité. Et alors, complétant cette charte, 68% des répondants à notre enquête ont au moins une de ces technos utilisées de manière intensive ou fréquente dans leur entreprise. Et quand on demande est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ces technos, on n'a que 20% des répondants, qui sont de tous âges, hein, c'est-à-dire chez les jeunes, ils sont plus à l'aise que les plus anciens, qui se déclarent experts ou maîtrisant ces technologies. Et là, on voit bien qu'il y a un petit problème de formation qui est important. Alors la slide suivante est intéressante parce qu'elle montre la différence par taille d'entreprise. Donc en fait, ces technologies sont utilisées de façon fréquente ou intense dans 40% des grandes entreprises, mais que dans 22% des ETI et dans 14% des PME. Donc on voit que la révolution de l'industrie 4.0 devient une réalité, mais qui reste du chemin à parcourir, en particulier pour les ETI, et qui, confrontés à la compétition internationale, peuvent trouver dans le 4.0 les moyens d'effacer l'effet d'échelle dont ils subissent les conséquences. Parfait. Étape 1, on a bien compris, une photographie du panorama d'industrie 4.0 en France. Étape 2, vous nous l'avez indiqué, quelles sont les caractéristiques globalement qui sont attendues pour ces ingénieurs, managers du 4.0? Voilà, alors là encore une petite charte qui montre, qui répondait à la question quel est le niveau de maîtrise attendu de ces compétences qu'on a vu tout à l'heure pour un manager 4.0. Alors on trouve des compétences très traditionnelles dans le métier de compétences. Il faut maîtriser les procédés, les activités métiers, le management des processus. Pas de changement, rien de nouveau au soleil. Et puis malgré tout, on voit que le premier point, c'est le management de projet. La transformation digitale implique toutes les fonctions de l'entreprise et donc il faut une compétence transversale qui va, pour faire court, de la R&D jusqu'à la livraison. Et on voit que, d'une façon, la maîtrise ou l'expertise dans ce domaine a été citée dans 88% des cas. Donc, le management de projet transversal, pluridisciplinaire, est devenu quelque chose d'essentiel. Et on le verra dans une charte prochaine, c'est un vrai changement qui n'a pas été pris en compte dans la formation des ingénieurs à ce stade. Deuxième élément qu'on voit ici, c'est la gestion des risques, où on voit qu'il faut maîtriser ou avoir une expertise dans la gestion des risques dans, je fais le calcul mental, 74% des cas. Alors qu'est-ce que c'est la gestion des risques? On en parle depuis longtemps de la gestion des risques, mais là, c'est la gestion des risques de perte de compétences, parce qu'il y a une rareté dans les compétences. C'est la gestion des risques, toutes les entreprises le connaissent aujourd'hui en termes d'approvisionnement. Les risques géopolitiques, on doit dire que c'est quelque chose qui n'existait pas les 20 dernières années, on ne se posait pas cette question, on était dans une mondialisation heureuse. Et voilà, c'est les risques de pandémie. Les entreprises qui étaient préparées ont pu travailler pendant la pandémie parce qu'elles avaient prévu les moyens de communication avec leurs serveurs, etc. Donc la maîtrise des risques qui était, moi que j'ai connu dans les entreprises, tous les ans on faisait un rapport au conseil d'administration sur les risques, etc., devient quelque chose d'absolument vital pour les entreprises. Et donc je ne suis pas étonné de voir ce sujet monter dans les priorités. Et puis, autre sujet que je voudrais pointer un peu plus bas, qui est la gestion des compétences, qui a été cité pour 66% des cas, qui est en fait la constitution d'équipes pluridisciplinaires, multiculturelles, se former et former ses collaborateurs. C'est-à-dire que ce souci d'être bien sûr que dans les projets qu'on va mener, on a les compétences ad hoc, ça devient un souci du manager. C'est plus un problème du RH
ou autre chose. C'est vraiment le manager, parce qu'il n'y a que lui qui sait les compétences dont il a besoin, et c'est à lui d'aller chercher les compétences pour pouvoir mener à bien son projet. Et là encore, c'est un sujet qui, on va le voir, qui concerne largement l'école. Alors, là, on voit très clairement, à travers ces compétences techniques, se dresser un profil de l'ingénieur manager 4.0. Est-ce que vous vous êtes intéressé, au-delà de ces compétences techniques, au profil managérial? C'est comme ça que je vais le nommer. Voilà, alors c'est effectivement la deuxième partie de la présentation que je souhaitais faire. Et on a d'abord regardé les responsabilités de management. Parce que les responsabilités de management, ça va, on peut dire, le chef d'entreprise, il a une responsabilité de management. Le chef de fab a une responsabilité de management. Mais en fait, on a fait une découverte, c'est que parce que la demande de gestion de projet est très importante, on a une demande, et on a, ici vous avez sur le tableau le classement par âge, vous voyez, 25-35 ans, 36-45, etc. Et traditionnellement, la CTI, par exemple, qui est la commission des titres de l'ingénieur, considérait que la formation au management était finalement une formation terrain. Et ce qui est vrai, Si ce n'est qu'aujourd'hui, un jeune de 25 ans, on va lui donner des responsabilités de gestion. Oui, voilà. On va lui donner des responsabilités de gestion de projet et de gestion d'équipe sans en avoir la responsabilité hiérarchique. Mais malgré tout, raison de plus, c'est encore plus difficile parce qu'il n'en a pas la responsabilité hiérarchique pour pouvoir gérer. Et donc on voit qu'en fait, des jeunes de 25 à 35 ans, pour 34% d'entre eux, enfin, oui, ils ont des responsabilités de management transversal ou de projet. Pour 15% d'entre eux, du management direct, avec des missions transverses. Et pour 40% d'entre eux, du management direct, et seuls 11% n'ont pas de management. Et très curieux dans ce tableau, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de changement en fonction de l'âge. C'est-à-dire la responsabilité de management n'est pas un problème d'âge. La responsabilité hiérarchique augmente avec l'âge, mais la responsabilité de pilotage n'augmente pas. Et je pense que ça, c'est vraiment nouveau. Et l'idée en particulier de la commission des titres de l'ingénieur qui oriente le programme des grandes écoles, qui était que le management s'apprenait sur le terrain, il faut qu'elle soit revue. Et il faut probablement, alors bien sûr le management ça s'apprend sur le terrain, mais donner aux étudiants les clés des sciences humaines qui leur permettent de traduire leur expérience terrain très vite en termes de management, qui leur évite de faire des grossières erreurs dans leur première année, leur donnerait un bagage social de sciences humaines essentiel. Et du reste, on a vu, puisqu'on a étudié les programmes de toutes les grandes écoles, du reste, je n'ai pas dit, mais dans ce groupe, il y avait également un enseignant de l'école qui s'est chargé d'étudier les programmes des autres écoles. Et on a constaté qu'en fait, les formations en sciences sociales étaient quasi inexistantes, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles dites de management du reste. Hein. Quand ils appellent formation ressources humaines, c'est de la formation du code du travail. Rien à voir avec le pilotage des hommes. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose, une première conclusion très importante de notre rapport sur ce besoin de faire évoluer l'enseignement compte tenu des besoins des entreprises, qui implique que le jeune ingé qui rentre, il a tout de suite une responsabilité de management au sens mener des hommes et sans en avoir la responsabilité hiérarchique immédiatement, mais il doit arriver au résultat. Alors, je crois qu'il y a encore une charte, voilà, où là, on a posé la question à nos 850 anciens élèves, qui est quelles sont pour vous les priorités du manager au sens meneur d'hommes 4.0. Et là, on retrouve des sujets qui sont bien connus, mais qui sont quelque part nouveaux. On voit que, par exemple, dans la deuxième partie du tableau vers le bas, il y a marqué « Atteindre les résultats attendus ». Il me semble qu'il y a 20 ans, on aurait posé la question « C'est quoi ta responsabilité de manager ?» Le type aurait dit « C'est d'atteindre mes objectifs ». Il l'aurait mis en haut. Bon, là, ce qui est marqué en haut, par ces 850 ingénieurs en activité, de tous âges et de toute industrie, c'est donner du sens, de l'envie, générer de l'enthousiasme. À 96%, c'est important ou très important.
c'est nouveau. Enfin, on pouvait s'en douter, peut-être, parce que beaucoup de gens disaient ouais, les jeunes ils veulent du sens, mais il n'y a pas que les jeunes qui veulent du sens. C'est la preuve. Maintenant, c'est un mode de management. S'adapter aux changements et aux événements imprévus pour 94%. Là aussi, c'est probablement l'air du temps. Hein. Là, on a fait toute cette enquête, on était tout au début de la pandémie. Donc voilà, les gens ont pris conscience et la gestion du risque dans les compétences techniques, ça c'est la parité au niveau social. Veiller à la cohésion du groupe, développer les compétences, gestion des compétences dont on parlait tout à l'heure, pratiquer un management collaboratif, développer l'exemplarité, qui est un élément probablement qu'on n'aurait pas vu il y a 20 ans, quoi. Hein. Bon, et puis ensuite, en bas de tableau, on a atteindre les résultats, assurer la sécurité psychologique des équipes, travailler en équipe, communiquer à 360 degrés, qui était la grande mode il y a 20 ans. Voilà, mais on le retrouve tout en bas parce que c'est quelque chose d'acquis probablement, et donc on le retrouve à ce niveau-là. Donc, sur cette charte aussi, grande nouveauté, ce besoin de donner du sens, de l'envie, de générer de l'enthousiasme. Alors on peut l'apprendre par le terrain, si on a eu la chance d'avoir un bon patron quand on est jeune, mais d'avoir les bases, encore une fois, de sens social dans ce domaine, ça peut permettre de gagner du temps. Et ensuite, dans l'expérience pratique, de dire, tiens, là, c'est ce qui se passe, j'ai bien appris un truc dans ce sens-là. Et donc, de comprendre et de ne pas faire d'erreur, parce qu'on est avec de la patte humaine, donc il ne faut pas faire d'erreur. Hein, voilà. Alors, Charles, là, on a un portrait robot plutôt intéressant du futur manager 4.0. Un portrait robot au niveau de ses compétences techniques et managériales. Moi, à plusieurs reprises, j'ai entendu dans votre discours la notion de formation. C'est-à-dire, on va arrêter d'attendre qu'il se forme sur le terrain, mais on va quand même lui donner des outils en amont. Est-ce que c'est partagé? C'est-à-dire que est-ce que les gens que vous avez questionnés se sentent préparés, se sentent formés à ce qu'ils vont découvrir dans leur futur? Alors on leur a posé la question, et encore une fois j'ai extrait une de ces questions, on leur a posé beaucoup de questions, encore une fois c'était un questionnaire, il y en avait pour 40 000 pour 20, mais on ne peut pas tout voir, donc j'ai essayé d'extraire les choses les plus importantes. Et là on voit qu'en fait, dans la formation d'ingénieurs, les gens considèrent qu'ils ont été bien formés, bravo à l'école. Par contre maintenant il y a des nouvelles demandes en termes de managers, et là ils se sentent dépourvus, on voit qu'il n'y a que 10% qui considèrent qu'ils ont été très bien préparés. Alors pourquoi 10 c'est pas 0? Parce qu'il y en a qui ont fait des stages, il y en a qui ont eu un patron dans leur stage qui leur a appris des choses, il y en a, voilà, il y a plein de raisons, c'est pour ça que c'est pas 0, mais enfin il y en a quand même que 10% qui se considèrent très bien préparés et 50% plutôt bien ou très bien préparés, mais en fait il y a la moitié qui considèrent qu'ils ne sont pas préparés. Et ça rejoint le point. Et puis on leur a... alors ça, c'est pour ceux qui sont managers. Hein, c'est pas ceux qui pourraient l'être. Donc c'est vraiment ceux qui vivent et qui disent finalement, j'ai un job de manager, est-ce que l'école m'y a préparé, hein, c'est intéressant. Et puis ceux qui sont dirigeants, on leur a posé la même question. Et là, la grande majorité a dit, non, j'ai pas été préparé à ce rôle. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est jamais que la suite... un grand dirigeant, c'est souvent quelqu'un qui a eu l'expérience de management et qui donc a la capacité et l'aptitude à diriger parce qu'il connaît la patte humaine, il sait comment marchent les équipes, il sait comment manager des managers, quoi, hein. C'est ça l'expérience. Donc ça ne fait que confirmer que la formation est très bonne. Les gens se disent en tant qu'ingénieur, je me sens à l'aise. Simplement, on me donne des responsabilités de management et là, il n'y en a qu'un sur deux qui se dit finalement, c'est grâce à l'école, c'est-à-dire où les autres, ils l'ont appris, parce qu'ils ont fait des formations extérieures, de la formation continue. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus managers. Et puis ceux qui sont devenus dirigeants, ils ont peut-être appris à parler aux médias, à faire de la communication, etc., etc. Tout un tas de choses qu'on pourrait initier probablement dans les formations des ingénieurs en plus de la connaissance des sciences sociales. Bon, là, on a clairement une vision intéressante des praticiens, des ingénieurs praticiens aujourd'hui en entreprise. Vous avez poussé l'exercice en interviewant des grands dirigeants.
qu'est-ce qui est ressorti en fait? Parce que la vision est peut-être différente, on ne sait pas. Donc c'était intéressant d'aller voir justement, avoir un regard un peu différent. Qu'est-ce qui est ressorti de ces interviews-là? Alors là, je dois préciser que sur ces interviews, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'aller interviewer des dirigeants internationaux. Donc on a interviewé un dirigeant qui est aux États-Unis, un dirigeant en Chine, un dirigeant en Allemagne et des dirigeants en France. C'était plus simple avec les dirigeants en France, mais on s'est dit, tiens, c'est intéressant pour voir qu'il y a une différence. En particulier en Chine, c'est un vrai Chinois qu'on a interviewé, il était venu avec sa DRH parce qu'elle était plus à l'aise en anglais que lui, mais c'était intéressant pour voir s'il y avait une différence dans les attentes. Et à notre grande surprise, en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire cette globalisation, cette mondialisation au niveau des attentes des entreprises, ben, c'est la même chose. Il n'y a pas une rupture d'un continent à l'autre. Alors, on a pris quelques points, on va les dérouler. Le premier point, c'est pareil, leur constat, c'est que les entreprises sont bien engagées dans une quadruple transformation digitale, produits, process, relations clients, management. En fait, c'est presque du verbatim que j'ai repris là, parce que c'est intéressant. Donc on voit bien que c'était la première slide qu'on a vue tout à l'heure. Le deuxième, c'est un point important pour ces dirigeants, c'est que le 4.0 entraîne une amélioration considérable de l'efficacité et le développement de nouvelles offres de produits et de services. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu, parce qu'on n'avait pas posé la question. Mais eux, c'est l'intérêt du 4.0, c'est productivité, nouveaux produits, nouveaux services. C'est normal, hein, ils s'occupent du business et du futur de leur entreprise. Le troisième, c'est que de nombreux défis doivent être relevés, vision globale, faire évoluer son écosystème, faire coexister l'émergence de nouveaux business sans dégrader le business actuel. Enfin, on voit ça, encore hier, je lisais Renault qui se dit je vais filialiser ma fabrication de voitures électriques par rapport aux voitures thermiques. C'est bien ce qu'il essaye de faire, de comment faire en sorte qu'il n'y ait pas le vieux business qui intéresse personne et le nouveau du futur. Enfin, parce que personne ne veut travailler dans le business du passé, en particulier les jeunes. L'attractivité à l'embauche, où ils ont cité une grosse concurrence des digital natives, c'est-à-dire des startups ou des entreprises digitales. Les jeunes sont très intéressés parce qu'ils savent que c'est le futur, donc ils y vont. Et donc une difficulté d'embauche et d'attraction pour ces compétences. Ensuite, les technologies, ils ont cité le edge computing, la réalité augmentée, le deep learning, qui révolutionne le rôle, le mode d'action des managers traditionnels et son existence. Toutes les fonctions de contrôle des managers traditionnels disparaissent et vont disparaître. Donc, d'où les problèmes parfois de difficulté de mise en œuvre des nouvelles méthodes dans les entreprises, parce que y en a qui se rendent compte consciemment ou inconsciemment que leur précaré est en train de disparaître. Alors, les entreprises attendent des compétences nouvelles et de nouveaux comportements des managers. Une forte demande de managers avec une bonne maîtrise du digital et de la communication vers l'opérateur, mais aussi vers le dirigeant. Avant, on avait l'habitude d'avoir les managers qui regardaient vers le bas et ceux vers le haut. Maintenant, il faut les deux. Et une mutation du management, j'ai repris ça parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est le patron de SAF qui m'a dit ça. C'est intéressant parce qu'il m'a dit on passe du command and control à vision et adhésion. Et on voit bien, on passe des ordres, tu as fait tes objectifs, on vérifie tes objectifs, voilà ce qu'on veut réaliser, et on s'assure que le manager adhère et que les hommes adhèrent à cette vision pour le réaliser, que c'est beaucoup plus efficace que ce taylorisme de commandement dont on avait l'habitude par le passé. Et puis, on leur a posé la question qu'on n'avait pas posée précédemment, c'est de dire, et ça c'est amusant parce qu'on avait deux jeunes promos, comme on les appelle aux arts et métiers, c'est-à-dire des jeunes qui sont sortis depuis moins de 10 ans dans notre groupe. Et ces jeunes promos, ils nous ont dit, on voudrait savoir qu'est-ce qu'ils pensent de nos forces et de nos faiblesses, parce que on connaît les faiblesses des boomers, mais qu'est-ce qu'ils pensent des milléniums, parce qu'on leur fait tout le temps des compliments à ces jeunes, ils sont flexibles, réactifs, tout ça. Et en fait, et c'est amusant parce que ça a été vraiment des remarques planétaires. Donc il manque de persévérance. C'est-à-dire, c'est une génération zapping, ils sont sur un truc, ça les intéresse plus, ils veulent passer à autre chose. Et ça, c'est quand même un problème. Donc ça serait bien, parce qu'on leur disait, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'ils comblent comme lacune dans leur formation. Donc là, c'est un message de grands dirigeants vers l'école, quelque part, de s'assurer que les jeunes, ils sont brillants, ils ont tout ce qu'il faut,
mais qui soit persévérant. C'est-à-dire le zapping, c'est bien peut-être pour les jeux vidéo, mais dans la vraie vie, quand il y a des merdes, excusez-moi, il ne faut pas lâcher la bête jusqu'à ce que ça marche. Hein. Même si c'est ennuyeux, même si c'est pénible, même si on a des copains qui font une teuf ailleurs, il faut pas lâcher la bête. Le deuxième, c'est un manque de formation économique sur les business models digitaux. Les business models digitaux, ils ont un rationnel qui est différent du business model classique. Donc là, c'est la formation comptable ou économique où il faudrait mettre un petit volet sur les business models digitaux qui sont basés sur du pay-as-you-go et non pas sur le fait que les gens achètent un produit, ils le payent, ce qui est assez simple, mais ils vont le louer, ils vont consommer des consommables avec, du service avec, etc. C'est un business model digital qui est différent et où les ingénieurs ou universitaires internationaux sont mal formés. Le fonctionnement à mode agile, mode agile, c'est le mot, ça se réfère à l'informatique, c'est-à-dire traditionnellement on fait des programmes pour aller de A à Z et puis ça met 2 ans et puis peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Et là on va de A à B, ça va très vite, mais on a tout de suite quelque chose. Et puis ensuite de B à C où on a amélioré ce qu'on avait fait de A à B. Et donc on passe très très vite de l'idée à l'exécution et au service offert au client et ensuite on upgrade le service offert au client. Donc ça c'est un mode d'approche que les ingénieurs traditionnels perfectionnistes ont parfois du mal à aborder. Et puis ensuite le besoin d'intelligence multiculturelle et d'intelligence émotionnelle. Alors probablement que l'intelligence émotionnelle, ça regroupe un peu l'histoire de la persévérance. C'est-à-dire que ça ne marche pas, face au stress, il faut savoir maîtriser son stress, il faut savoir poser le crayon, respirer 2 fois et se dire on va régler les problèmes un par un, on ne panique pas l'équipe, on est tous là, on a une difficulté, mais on y fait face, etc. Et qui est aussi une réponse au risque et à la gestion des risques qu'on a vus. Quand le risque arrive, peut-être qu'on ne l'a pas prévu parfaitement, et donc voilà, donc c'est cette intelligence émotionnelle qu'ils ont fait. Donc en fait, un interview très riche, il y a un verbatim très complet sur le site Think Tank, mais c'est les points principaux et soit complémentaires, soit où ils vont une étape plus loin que les questions qu'on avait posées parce qu'on n'a pas posé ces questions-là. Voilà, on avait commencé par le questionnaire et ensuite on était voir les dirigeants d'entreprises internationaux. On aurait peut-être dû faire l'inverse, mais on s'était dit on va commencer comme ça. Au moins on aura une base et une liste de questions à poser. Et je dois dire que les jeunes qui étaient dans notre groupe, donc les jeunes promos, les 25-35 ans, ils ont été assez d'accord sur les 4 points de critique des millennials. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir une critique des millennials, histoire de leur dire vous êtes vachement bien les mecs, vous êtes super, vous êtes le futur et autres, mais vous avez quelques points à améliorer. Bon, c'est un rapport extrêmement riche que vous nous présentez là, qui a permis, alors intuitivement, on se doutait de ce qu'allait être dans ce rapport-là. J'imagine qu'il n'y a pas eu d'énormes surprises, mais ça a été intéressant d'aller vraiment le chercher factuellement, c'est-à-dire à travers le sondage et à travers les interviews qu'on a eues, un monde en perpétuelle évolution, avec des choses qu'on vient de traverser, la guerre aux portes de l'Europe, la pandémie, ainsi de suite. Ce qui fait que ça clairement influence sur les besoins de demain. L'ingénieur de demain, il ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui et on a des besoins. Alors, je vous ai entendu 2-3 reprises, Charles, dire il y a l'intelligence du terrain, c'est-à-dire que le terrain va nous permettre de... Mais on a vu et vous nous avez expliqué que ce n'était pas suffisant, très clairement. Donc je pense que la démonstration est extrêmement claire. Et du coup, je vous laisse le mot de la fin pour conclure cette présentation. Oui, alors c'est les mots de la fin, parce que le but, comme je l'exprimais du think tank, c'est aussi de faire des inputs vers l'école. Et en fait, il y a peut-être 3 inputs ou outputs. La première, c'est qui est bien sûr l'expérience terrain et les meilleures écoles de management en termes de meneurs d'hommes. Mais il faut que les grandes écoles donnent un minimum d'outils pour traduire cette expérience
en capacité managériale. Et il faut que, et c'est vraiment un message, il faut que la CTI, la commission d'éthique de l'ingénieur, se penche là-dessus pour faire évoluer un minimum les programmes dans ce sens-là. Parce que quand on parle d'intelligence émotionnelle, quand on parle de donner envie, motiver les équipes, etc., ça implique de savoir communiquer, ça implique de comprendre un peu la patte humaine. Et le niveau de maturité des jeunes dans les grandes écoles est très différent. Il y en a qui le sont déjà parce qu'ils ont fait des colonies de vacances, et puis il y en a d'autres, ou des stages, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Donc d'avoir une base théorique me semblerait important. Le deuxième, c'est que les grandes écoles doivent renforcer leur capacité de formation théorique, mais également pratique sur la mise en œuvre des technologies du 4.0 pour les étudiants, mais aussi, et on l'a vu, pour les cadres d'entreprise, parce qu'on a beaucoup, il n'y a pas que des 25-35 ans dans l'industrie, et je sais c'est ce que les arts et métiers ont décidé de faire, à la fois par un investissement massif dans la formation pratique par le programme ELF, soutenu par la Fondation des Arts et Métiers, mais également par la filiale AM Talent, qui vise les entreprises et la formation des hommes et des femmes de l'entreprise à ces nouvelles technologies. Si on attend que la nouvelle génération ait 45 ans pour industrialiser la France, on va rater un train. Donc cette contribution des grandes écoles à l'élévation du niveau de compétences dans le 4.0, dans les nouvelles technologies pour l'industrie française, est vraiment une mission des grandes écoles. Du reste, c'est une des propositions du dernier livre blanc de l'IESF dont vous avez rappelé, j'étais vice-président. Et puis troisième point, alors c'est plus un peu pour message pour les jeunes, c'est que ces nouvelles compétences technologiques, contrairement à des compétences traditionnelles de la formation d'ingénieur, les compétences 4.0 touchent absolument tous les secteurs. La médecine, le service à la personne, donc la santé comme je l'ai dit, la formation, les assurances, la distribution. Donc en fait, si j'y avais un message à passer aux jeunes ingénieurs, aux jeunes d'une façon générale, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire demain dans votre vie, si vous voulez savoir si vous voulez être avocat ou médecin ou ingénieur ou je ne sais quoi, ben choisissez la formation d'ingénieur. Parce qu'avec la formation d'ingénieur, vous pourrez tout faire après. Voilà. Et je ne mentionnerai pas qu'en plus, un diplôme d'ingénieur, c'est mieux payé que la plupart des diplômes de n'importe quelle autre activité que j'ai citée tout à l'heure. Donc voilà, mais je sais que les jeunes ne travaillent pas pour l'argent, donc je referme la parenthèse. Mais le fait de choisir un métier d'ingénieur, ça débouche sur tout. Ça débouche sur l'architecture, ça débouche sur la médecine, et du reste, on est en train de finaliser un rapport dans le think tank médecine-ingénieur, parce qu'on s'aperçoit que la médecine qui devient terriblement technique avec l'intelligence artificielle, avec le big data, etc., a besoin d'ingénieurs. Et donc vraiment, c'est en cas de doute, rejoignez une école d'ingénieurs et pourquoi pas les arts et métiers. Merci Charles pour ce très beau plaidoyer pour le métier d'ingénieur et l'école, on l'a bien entendu. Je vous remercie une nouvelle fois. Je renvoie tout le monde sur le site Arts et Métiers et le think tank. C'est ça, think tank Arts et Métiers. Vous googlez think tank Arts et Métiers, vous tombez dessus. Voilà, où vous avez accès aux rapports qui ont été publiés et puis à ceux qui sont en cours de réflexion. Merci Charles. Merci.